Lutte contre le terrorisme, le sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique se déroulera du 6 au 7 décembre à Paris. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est à Paris et il prendra part à cette rencontre. Parmi les grandes rencontres sportives du pays, il faut désormais compter avec le Trek, une course de 170 km qui va se dérouler dans la région de l'Enedi sur un terrain extraordinaire. Sport et tourisme ne feront qu'un. Les détails dans cette édition du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin pour Paris, en France. Dans la capitale française, le chef de l'État participera au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Cette rencontre de haut niveau se déroulera du 6 au 7 décembre à Paris. Le Tchad, faut-il le signaler, est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Bethel Miarom. Le sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique regroupera près d'une quarantaine de chefs d'État africains autour du président français François Hollande. Arrivé ce jeudi dans la capitale française, le chef de l'État Idriss Déby Itno a été accueilli au bas de la passerelle, notamment par l'ambassadeur du Tchad en France, Brahim Taha, le représentant permanent du Tchad auprès de l'UNESCO, Mahamad Saleh Adoum, et le représentant spécial du chef de l'État auprès de l'OIF, Masrangar Djeto-Djimbe. Les 6 et 7 décembre prochains, ces chefs d'État plancheront donc sur 3 thèmes, à savoir paix et sécurité, partenariat économique et développement et changement climatique. Mais c'est bien sûr la question sécuritaire qui dominera les débats. L'objectif premier, indique-t-on du côté de l'Élysée, est de pouvoir mettre sur pied une force africaine qui soit capable d'intervenir rapidement en cas de crise et conflit en Afrique. La tenue du sommet de l'Élysée, faut-il le rappeler, a été annoncée par le président français lui-même lors du sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en mai dernier. Sa préparation a été marquée par une large concertation avec les pays invités et l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire les organisations internationales. Les 3 thèmes retenus constituent des enjeux essentiels, non seulement pour l'Afrique et la France, mais aussi pour toute la communauté internationale. Il s'agira en clair de relever les défis de la paix et de la sécurité en Afrique en vue de favoriser le progrès social, le développement économique, créer les conditions d'une croissance durable au bénéfice des populations et consolider enfin l'état de droit. Notons qu'en marge de ce sommet, la première dame française a souhaité rassembler autour d'elle les premières dames des pays représentés pour participer à une réunion de mobilisation contre les violences sexuelles faites aux femmes dans les conflits. Réunion à laquelle prendra part la première dame Hinda Déby Itno. Merci Bethel Miarom. Un atelier de sensibilisation à l'endroit des députés sur les enjeux de la transition vers le tout numérique se déroule à l'Assemblée nationale. Ce sont des experts de l'Organisation internationale de la francophonie qui conduiront cette sensibilisation sur des thèmes variés. L'atelier a été ouvert par le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Les détails avec Gandata Ouamia. Conscient du fait que le monde avance inexorablement vers la télévision de demain en utilisant le tout numérique et que le Tchad ne saurait rester en marge de cette mutation du monde vers la société de l'information, la 3e législature a décidé de sensibiliser les députés au concept du tout numérique. Je dois faire observer que le présent atelier tient à sensibiliser mesdames et messieurs les députés à la problématique socio-économique, culturelle et sécuritaire du numérique. Il s'agit de la sensibilisation à certains concepts au numérique d'une part et d'autre part de sensibiliser sur les avantages et les inconvénients du numérique. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie sont mis à contribution. Ils entretiendront les élus du peuple sur des thèmes divers et variés tels que les enjeux politiques, technologiques, économiques et sociaux de transition de l'audiovisuel vers le numérique, les enjeux de la cybersécurité et de la cybercriminalité dans les pays en voie de développement et l'Afrique, ainsi que du commerce électronique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale mesure la pertinence de cette sensibilisation des députés. L'objectif recherché
n'est pas loin s'en faut de faire de nous des spécialistes des technologies d'information et de la communication. Il s'agit de nous familiariser un tant soit peu avec les concepts et sa problématique. Pour Moussa Kadam, le Tchad semble arriver en retard dans un monde du numérique déjà vieux. Mais pour lui, ce retard ou désavantage peut être transformé en opportunité afin de mieux appréhender cette nouvelle donne. Ouvrons à présent la page des festivités ayant marqué la journée de la liberté et de la démocratie. À Faya, la population du Borkou a commémoré avec faste cette journée qui marque la fin de la dictature et de la tyrannie au Tchad. Estelle Abdelkader. Le 23e anniversaire marquant la journée de la liberté et de la démocratie au Tchad était célébré en grande pompe ici à Faya-Largeau. La population n'a pas déroché à la règle. Un gigantesque défilé a eu lieu à la place de l'Indépendance. Le numéro 1 de la région du Borkou a saisi l'occasion pour énumérer quelques réalisations du chef de l'État durant les 23 ans de pouvoir. La célèbre phrase de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, et je cite, « Je ne vous apporte ni or, ni argent, mais la liberté. » Cette phrase résume à elle seule la volonté manifeste et l'engagement personnel d'un homme qui a donné un nouveau souffle au peuple tchadien. Youssouf Soumoudi a invité la population au travail et les autorités administratives à la bonne gestion des biens publics. C'est avec un dîner offert par le gouverneur qu'a pris fin cette journée de la liberté et de la démocratie, édition 2013 à Faya-Largeau. Iriba et Amnabak ont aussi célébré dans l'allégresse cette journée commémorative. Adoumbe Hortense. Ces jeunes hommes et femmes venus de divers horizons de la région de Bardaï ne peuvent rester indifférents à cette journée de la liberté et de la démocratie. Ils se sont mobilisés pour exprimer leur joie en cette journée historique. Ceci à travers diverses manifestations. Tout en saluant les innombrables sacrifices consentis par le président de la République Idriss Déby Itno pour ramener la paix et la sécurité au pays, le gouverneur de la région du Tibesti a exhorté la population de sa circonscription à soutenir les initiatives du chef de l'État en faveur de l'émergence du Tchad. Outre le gouverneur, les cadres, les autorités administratives et les députés de la région se sont prononcés. Ils ont largement évoqué les réalisations du chef de l'État en 23 ans. Vous n'avez corrigé par vous-même, nous étions là à Bardaï avec notre reporter Bengar L'armée et la guerre. Retrouvons Adoumbe Hortense à Iriba et Amnabak. À Iriba, le défilé pour la célébration de la journée de la liberté a drainé une foule nombreuse à la place publique. Différentes couches socio-professionnelles et populations des villages environnants se sont mobilisées. Tous sont fiers de l'homme du 1er décembre qui, grâce à son courage, a apporté au pays la liberté, la démocratie et la paix. Le préfet de Wadifira, Dilo Borgo, se réjouit des progrès considérables que connaît le Tchad depuis l'avènement de la démocratie. Il invite la population à l'amour de la patrie pour consolider ses acquis. Le maire de la ville d'Iriba a quant à lui remercié les plus hautes autorités pour les investissements dans sa commune. Même son de cloche dans la sous-préfecture d'Amnabak. Ici, hommes,
Femmes, enfants et vieillards ont pris d'assaut la place de l'indépendance. Le secrétaire général du MPS de la localité, Ibrahim Tahir, a rappelé au public les efforts considérables déployés par le chef de l'État pour faire du Tchad un pays émergent. Propos approuvés par le chef de canton d'Amnabak, Abdelaziz Brahim. Ravi de la sortie massive des populations, le sous-préfet d'Amnabak, Bahar Ali, les exhorte à l'unité pour accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement du Tchad. Et pour boucler ce chapitre des festivités ayant marqué le 1er décembre, un tour à Gosbeida, chef-lieu de la région du Sila. Reportage Katnouba Théophile. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé sur la place publique de la ville de Gosbeida, chef-lieu de la région de Sila, pour marquer d'une pierre blanche cette 23e journée de la liberté et de la démocratie. Une forte mobilisation saluée par le maire de la dite ville et président du comité d'organisation locale. Ibrahim Baradine a saisi l'opportunité pour exhorter les fils et filles de la région à demeurer solidaires et travailler pour le développement socio-économique et culturel de la région. Avis partagé par le gouverneur de la région, Moussa Haroun Tirgo, a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État, Idriss Déby Itno, et ses vaillants compagnons qui ont, au prix de leur vie et celle de leurs proches, mis un terme à la dictature de Hissène Habré, une dictature cousue au fil blanc qui n'a épargné aucune famille tchadienne. Quant au président du comité d'organisation nationale des festivités du 1er décembre à Gosbeida, Abdelkerim Bakit, il a remercié le chef de l'État Idriss Déby Itno d'avoir, en si peu de temps, transformé la ville de Gosbeida en une véritable cité moderne par ses diverses réalisations, notamment en matière d'infrastructures. Il est ici le lieu de féliciter hautement devant cette tribune les efforts louables que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a bien voulu injecter dans la ville de Gosbeida, faisant ainsi de notre ville totalement enclavée, sous-équipée, demain une toute petite vitrine à côté du Soudan et de la RCA. Et comme de tradition, la cérémonie commémorative de cette 23e journée de la liberté et de la démocratie à Gosbeida s'est achevée par le défilé. Politique, l'OPJ-MPS poursuit sa mission de restructuration des organes dirigeants dans la partie méridionale du pays. À Koumra, le bureau exécutif de l'OPJ-MPS a été installé. Remadi Orient-Odette. Ce bureau composé de 9 femmes et 20 hommes représente l'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse du Mandoul. Il est mis en place par une délégation de l'EPJ-MPS venue de la capitale et conduite par Hassan Sila Bakari, président national de l'EPJ-MPS. Jimtam Moulena en est le secrétaire exécutif du comité régional. Ce comité est choisi sur la base d'un certain nombre de critères, à savoir la hauteur de vue, la disponibilité à servir le parti et également le dynamisme. Dans son adresse à la nouvelle équipe du Mandoul, le vice-président national de l'EPJ-MPS, Yahoub Ourada, s'est réjoui de la forte mobilisation des Mandoulais avant d'exprimer le sentiment qui l'anime. Je salue votre présence massive en ce lieu, témoignage vivant de l'intérêt que vous portez à la consolidation de nos rangs au sein de notre parti, le mouvement patriotique du salut. Je mesure l'importance des efforts et des moyens humains et matériels déployés pour assurer le succès de ces meetings. Il me plaît d'apprécier avec fierté votre constance, votre clairvoyance et votre attachement au parti. Étant dans l'impossibilité de traduire convenablement les sentiments qui m'animent, je voudrais très simplement, mais de tout cœur, vous dire merci, infiniment merci. Le président national de l'EPJ-MPS a quant à lui livré un message fort du chef de l'État à la jeunesse du Mandoul. Jeunesse de Koumra, je n'ai pas en fait un message pour toi parce que je sais que tu es une jeunesse conscientisée, tu es une jeunesse sensibilisée et surtout disciplinée. Koumra, c'est la référence en termes d'éducation civique. Bravo à vous, jeunesse. Merci. Le camarade Idriss Déby Itno m'a chargé de vous dire cependant ceci.
Le train de l'histoire, nous devons l'emprunter et à bon temps et à bon escient. C'est pourquoi je suis venu vous transmettre ces messages en vous disant à tous et à toutes, il y a de la place pour vous au sein du mouvement patriotique du salut. L'heure de la politique par procuration est finie. Il n'y a plus de chef de file. C'est vous-même qui allez prendre votre destin en main. Voilà ce que je suis venu vous dire. Pour clôturer la cérémonie, un match d'une grande envergure a mis aux prises deux équipes de Koumra. Il s'agit de Tonnerre Club et As Gaël. Il a fallu faire recours au tir au but pour départager les deux formations. C'est As Gaël qui a remporté le trophée par 3 tirs au but contre 2. Avant de se rendre au stade pour la cérémonie d'installation, le président national de l'EPG-MPS s'est rendu à la radio communautaire Top FM de Koumra. Hassan Silla a promptement animé une émission en direct avant de répondre à quelques questions relatives à la communication dont il en est le premier responsable. 93 94 83 31, n'hésitez pas, ou vous appelez sur le 79 750. Nous sommes sur la radio Moudéès, la plus belle de toutes les belles. Animateur, journaliste et politicien, Hassan Silla Bakari a fait plusieurs promesses à la radio Top FM. Promesses qui seront exécutées dans un bref délai, a-t-il indiqué. La délégation de l'OPJ-MPS se trouve actuellement à Sarre. Elle est arrivée il y a de cela quelques heures. Un accueil de grand jour est réservé à cette délégation, comme vous allez suivre dans ces reportages signés Ramadi, Orient, Odette. C'est ici à Manda, localité située à 25 km de la ville de Sarre, que la délégation de l'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse au PJ-MPS a été accueillie. Cette mobilisation hors pair n'a pas laissé indifférent le président national de l'EPJ-MPS. Le Sarrois, de par sa culture, de par sa tradition, a toujours été un homme accueillant et qui s'est réservé un accueil chaleureux à son hôte. Excusez-moi, c'est une tautologie quand je dis ça. C'est une tautologie parce que je n'ai pas besoin de dire ça quand je sais que vous êtes comme ça. Après cet accueil chaleureux, la forte délégation est allée visiter le centre de formation du Saint-Courant, baptisé Complexe Manara al-Islam Mabroucha, logé à Manda. Cette structure dispose d'une radio appelée La Voix de la Paix que le président national de l'EPJ-MPS et ministre de la Communication a tenu à visiter les installations. Profitant de cette occasion, le responsable de la station a remis un document contenant les doléances de la radio au ministre Hassan Silla Bakari. Comme à l'accoutumée, la délégation s'est rendue à la résidence du gouverneur pour présenter sa civilité. Une visite qui a réjoui le premier responsable de la région du Moyen-Chari, Yambay Massira Abel. Du gouvernorat, le président national de l'EPJ-MPS et sa suite se sont dirigés au siège du conseil régional du MPS du Moyen-Chari. Ici, les militants et les jeunes du mouvement étaient en liesse. Un autre volet de l'actualité. Le ministère de la Justice forme des chroniqueurs judiciaires depuis ce matin au CEFOT. Objectif, permettre à ces journalistes d'assumer pleinement leur rôle lors du procès Hissène-Habré. La formation regroupe les journalistes de la presse publique et privée de la place. L'ouverture est faite par le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice. La formation va durer 3 jours. Maralé Joséphine. Les journalistes tchadiens seront appelés à couvrir très prochainement le procès de Hissène-Habré. À cet effet, ils doivent être outillés en terminologie judiciaire en vue d'assumer avec professionnalisme leur rôle. C'est dans ces soucis qui a amené le ministère de la Justice, à travers la cellule communication près le pôle judiciaire, à former ses chroniqueurs en termes techniques et appropriés. Le coordinateur de la cellule communication près le pôle judiciaire
Begoto Miarom se félicite de cette noble initiative. Pour lui, la formation pourra permettre aux journalistes d'informer objectivement l'opinion nationale et internationale et à la commission rogatoire internationale des chambres africaines extraordinaire en mission au Tchad d'explorer le terrain. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice n'a pas sous-estimé la tâche qui attend les journalistes. Les journalistes tchadiens auront donc une mission historique à accomplir. Être les yeux des millions de Tchadiens qui ne pourront pas assister personnellement au procès. Les journalistes devront être à la hauteur de leur tâche car la communication est un couteau à double tranchant. Pour une phrase mal dite ou un mot utilisé de travers, on travestit le message. Ceci est d'autant plus vrai que le droit a son jargon qu'il faut savoir et maîtriser. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice estime que ce renforcement des capacités des chroniqueurs judiciaires marque une étape décisive du processus pour le jugement de Hissène Habré. Le Tchad et UNICEF font sur leur coopération, plus précisément sur les réalisations en faveur des femmes et des enfants au cours de l'année 2013. Des réalisations qui s'inscrivent dans un cadre plus global. Il s'agit du programme de coopération Tchad-UNICEF pour la période 2012-2013. Mamad Moussa Bamechei. Le plan d'action du programme de pays CEPAP, signé le 6 janvier 2012 entre le gouvernement du Tchad et l'UNICEF, entend couvrir la période allant de 2012 à 2016. Au terme de chaque année, le programme de coopération est évalué afin de mesurer l'écart entre les attentes de ses responsables et les résultats obtenus. Ce sera aussi pour les participants de mettre sur pied des stratégies prévisionnelles pour l'année 2014. Pour le représentant de l'UNICEF au Tchad, Bruno Maes, l'année 2013 se solde par de considérables progrès dans des domaines où les couches vulnérables sont les plus exposées. Le secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Dr Bachar Brahim, attend des travaux de la revue annuelle 2013 des propositions pertinentes et innovantes dans la mise en œuvre de ce programme. Ceci pour contribuer de manière efficace à l'atteinte des résultats escomptés. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale que nous représentons ici accorde une attention toute particulière à ce programme dans la mesure où il appuie les efforts du gouvernement dont la préoccupation majeure est l'amélioration des conditions de vie de la population en général et celle des groupes vulnérables que sont les enfants et leurs mamans. Les assises se sont achevées et soldées par une synthèse et des recommandations pour améliorer le programme de coopération pour beaucoup plus de progrès en 2014. Une rencontre sportive plutôt originale se déroulera dans la région de l'Enedi. Il s'agit d'une course à pied sur une distance de 170 km. Une initiative de Trade Africa en partenariat avec l'Office tchadien de tourisme. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse tenu par le représentant de Trade Africa. Un extrait de ses propos. Cette course s'adresse à un certain nombre de sportifs qui sont des sportifs d'endurance et qui peuvent parcourir de manière continue 170 km et qui vont pouvoir découvrir 6 sites majeurs de l'Enedi, donc qui sont la Guelta d'Archet, la Guelta de Bachikele, des arches magnifiques également, et puis donc pouvoir découvrir cette magnifique région du Tchad. Les objectifs de cette course, en fait, elles sont à la fois sportives, c'est des objectifs sportifs pour qu'il y ait un certain nombre de coureurs qui pratiquent cette compétition, mais ça a aussi pour vocation de faire découvrir cette belle région, qui est vraiment exceptionnellement belle, et aussi découvrir et faire la promotion du pays Tchad, qui, en Europe, a encore gardé une petite image, on va dire, pas complètement positive. Et donc, vraiment, notre objectif, c'est de faire connaître le Tchad, faire connaître l'Enedi, permettre la pratique de cette épreuve sportive. Et d'ailleurs, on essaye aussi de faire en sorte que l'ensemble de ces participants puissent
concourir avec d'autres coureurs tchadiens que l'on va essayer d'identifier pour pouvoir réaliser cette opération. Cette course va avoir environ 25 concurrents qui vont s'aligner le 13, 14, le 15 février, très précisément, au matin, et qui s'élaisseront pour 170 km non-stop. Ils partiront avec un sac à dos dans lequel ils transporteront tous les moyens nécessaires pour s'alimenter. Et puis tous les 25 km, nous leur donnerons 4 litres d'eau pour pouvoir supporter les conditions climatiques spécifiques à l'Enedi, pour lesquelles les Européens sont un petit peu moins habitués. Hors de nos frontières, Centrafrique, Bangui s'est réveillé ce matin sous d'intenses coups de feu. C'est la première attaque d'envergure contre le pouvoir à Bangui. Les combats ont duré toute la moitié de la journée et ont fait plusieurs morts et des blessés. Bernard Aparis de l'ITV. Panique à Bangui. Depuis 4 heures du matin, la capitale centrafricaine est le théâtre de violents combats à l'arme lourde. Toute la matinée, les tirs ont résonné dans la ville, plongeant la population dans l'effroi. Certains cherchent un abri, d'autres sont réfugiés chez eux. L'inquiétude est partout. On s'interroge. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas si les Barakas sont déjà entrés, donc on se dit des choses juste pour notre sécurité. Selon le chef de l'État qui est intervenu à la radio nationale, la situation est sous contrôle. Mais l'attaque a surpris par son ampleur et le nombre d'assaillants dépassant le cadre des anti-Balaka, ces comités d'autodéfense. En réalité, derrière ces petits groupes de paysans qui réagissent les mains vides, il y a une organisation, il y a une planification. Est-ce que vous estimez que ce sont des soutiens de l'ancien président Bozizé qui sont à la manœuvre? Exactement. Ce sont des anciens militaires. Les armes lourdes ne sont pas quand même l'apanage des populations civiles. Les Séléka ont repris le contrôle de la ville, sillonnant les rues à bord de pick-up surchargés. Le bilan de la journée est difficile à évaluer. Pour le seul hôpital communautaire, on dénombre 10 morts et 65 blessés, victimes de tirs ou d'armes blanches. 250 militaires français se sont déployés sur les axes stratégiques avec pour mission de protéger les ressortissants français. Ces violences meurtrières interviennent alors qu'une résolution de l'ONU est attendue, autorisant le déploiement de renforts français et le renforcement du mandat de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA. L'arrestation de l'ex-capitaine Sanogo devenu général commence à produire des résultats. Un charnier a été découvert à Bamako et les corps qui s'y trouvent sont vraisemblablement ceux des bérets rouges proches de l'ex-président Amani Touré. Il a été renversé suite au putsch orchestré par Sanogo. Gabriel Lorne de l'ITV. Selon la justice malienne, les 21 corps exhumés mercredi à Diago, près de Bamako, sont sans doute des militaires disparus le 30 avril 2012. Des bérets rouges, fidèles au président renversé le 22 mars 2012, Amadou Toumani Touré. Ils ont tenté un contre-coup d'État réprimé dans le sang par la junte au pouvoir à l'époque. Ce sont les auditions de membres de cette junte, emprisonnés et inculpés depuis la semaine dernière avec leur chef, Amadou Sanogo, qui ont permis de localiser le charnier de Diago. C'est un non-événement parce que tout le monde sait que le 30 avril et le 1er mai, il y a eu des affrontements entre certains éléments des bérets rouges et l'armée malienne et qu'il y a eu des morts des deux côtés et que dans ces circonstances, quand au sein des armées, quand il y a des morts comme ça, on va les enterrer dans des fosses communes, on ne les enterre pas séparément. Serigne Massila dirige une association qui a soutenu le putsch du capitaine Sanogo. Aujourd'hui, non seulement il minimise le choc provoqué par la découverte du charnier, mais aussi il accuse l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir trahi une promesse d'amnistie qui aurait été faite aux membres de l'ex-junte. Les militaires qui ont fait le coup d'État le 22 mars se sont laissés duper par le président Ibeka, qui leur a fait croire qu'il pouvait vraiment être un garant pour eux, qu'il était avec eux, mais nous, un peu 22, nous ne savions que Ibeka est membre fondateur du FDR, que Ibeka est un homme du centre, et comme tel, il va là où le vent souffle le plus fort. Son de cloche radical
radicalement différente du côté des anti-putsch, un rassemblement d'associations et de partis qui, sous le règne de Sanogo, a régulièrement dénoncé des exécutions sommaires. Le charnier de Diago confirme leurs craintes. Nous pensons aujourd'hui qu'on doit vite faire pour essayer d'identifier ces corps, afin que leurs parents, leurs amis et les familles de ces victimes puissent enterrer dignement leurs proches. Et cela interpelle tout le monde, ça interpelle le gouvernement malien, ça interpelle la société malienne de façon générale. Sanogo et ses proches sont actuellement poursuivis pour complicité d'enlèvement. La justice malienne devrait requalifier les poursuites en meurtre et assassinat. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télé Tchad et sur onrtv.td.